Bonjour à tous, bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 avril 2021 et nous allons parler de la dette marginale, hein, du trading sur marge concrètement. Car nous allons parler de ce signal, car c'est un signal, on va le voir par le passé. Et nous allons également donc rappeler les différents signaux que nous avions, les différents indicateurs que nous avions abordés lors d'un précédent point hebdomadaire, les 10 graphiques à connaître. Mais avant de débuter, nous allons commencer comme à notre habitude par un rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Nous passons tout d'abord, nous allons aborder les faits marquants. Il y en a pas mal. Nous avons eu énormément de nouveaux records historiques à Wall Street, mais également en Europe, avec notamment le DAX. Et visiblement, on ne tient pas compte de la hausse de l'inflation aux États-Unis. Et les obligations sont en train de se redresser dans un contexte de forte hausse des liquidités. Nous avons eu un repli du 10 ans, du rendement du 10 ans américain. Nous sommes aux alentours des 1,610 à l'heure actuelle. Alors à noter que les États-Unis imposent des sanctions potentiellement douloureuses à la Russie. Les marchés semblent ignorer pour le moment. Et nous avons d'ailleurs abordé ce cas d'un possible prochain conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça a été abordé lors du Good Morning Market de ce matin. On notera également l'entrée fracassante dans le Nasdaq de Coinbase. La société vaut à présent plus que le NYSE et le CBO réunis, malgré une chute du cours après un gap haussier à l'ouverture. On notera également la Turquie qui a interdit les paiements en crypto-monnaie. On a eu d'ailleurs un repli considérable du Bitcoin. C'était la première mauvaise nouvelle de vendredi, cette interdiction. Par la suite, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en électricité en Chine. Et ça aurait pu être en cause de ce repli considérable, étant donné que le week-end, il y a moins de liquidités. Nous allons en parler plus dans le détail demain en Good Morning Market, car nous avons quelques pistes, quelques explications concernant ce repli considérable du Bitcoin qui a perdu en quelques jours plus de 15%. On notera également la forte hausse sur les matières premières, notamment le palladium, l'aluminium et le sucre. Beaucoup de configurations très intéressantes sur les matières premières. Nous en avons abordé quelques-unes ce matin. Nous les aborderons toutes dès mercredi lors de la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Et ce qu'il y a soutenu le sentiment. Il y a d'un côté la publication des entreprises. On a eu les bancaires et les institutions financières américaines qui ont publié et qui ont publié donc des rapports sur les résultats très satisfaisants, très optimistes. Mais il y a également eu des données macroéconomiques largement supérieures aux attentes et donc des rendements américains en baisse. Alors que faut-il de plus? Et on peut le remarquer, les valeurs technologiques reprennent le leadership à l'heure actuelle. Après un repli, après avoir marqué une pause, le Nasdaq est de retour. Le Nasdaq qui a marqué un record historique et cette semaine qui pourrait voir se poursuivre, se renforcer cette tendance haussière sur le Nasdaq. Alors nous allons passer à présent nous allons faire un point tout d'abord sur la semaine écoulée nous allons terminer cette présentation comme d'habitude par les principales publications, les principaux événements de cette semaine. Alors que fait Janet Yellen à l'heure actuelle? Pourquoi cette question? Alors tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu des chiffres exceptionnels. Il y a eu une crise qui a été suivie d'une surchauffe de l'économie en un an seulement. Pourquoi? Alors plusieurs facteurs ont contribué à ce fort rebond, notamment, on peut le voir ici, fort rebond des ventes au détail. On a également le CPI ici en train de rebondir considérablement. Alors tout d'abord, il y a eu les réouvertures des économies, notamment la réouverture aux États-Unis, les chèques de relance qui ont contribué à renforcer les ventes au détail principalement, et une demande qui a été contenue, une demande qui a été reportée. Et donc on le voit, ce retour considérable de la demande, tout cela a abouti à ce fort rebond des ventes au détail au mois de mars. Et ça ne fait que commencer, c'est une tendance qui devrait se poursuivre. Et nous avons une hausse rapide des coûts et des restrictions à la production qui entraînent donc cette hausse de l'inflation. Mais malgré cela, en parallèle, la Réserve fédérale américaine est en train d'ignorer ce phénomène inflationniste, en train de le minimiser plutôt. Jérôme Powell l'a fait à maintes reprises en déclarant que ce ne serait qu'un phénomène temporaire et qu'au pire des cas, la Réserve fédérale américaine aurait les outils appropriés afin de lutter contre cette hausse inflationniste. Mais
On sent une réelle volonté dans la communication de faire passer le message que ce n'est pas un réel problème alors que c'en est un. Et donc, c'est ce que nous a montré la Réserve fédérale américaine dernièrement. Alors, ce qui surprend le plus, hein, bien entendu, ce ne sont pas ces données économiques exceptionnelles, mais c'est surtout la réaction du marché obligataire avec des rendements américains qui chutent, malgré cette inflation, hein, qui ne faiblit pas, et ça a entraîné des hausses sur le métal jaune, donc l'or, le Nasdaq et l'euro-dollar. Alors ce sont les trois principaux, hein, qui étaient sous pression, parce qu'effectivement cette hausse du 10 ans américain avait avait donc pesé sur l'or et avait pesé sur les valeurs technologiques d'une manière générale, mais ça avait également pesé sur l'euro-dollar car ça avait favorisé le billet vert. Et étant donné que le billet vert était à la hausse, hein, cela avait entraîné l'or en repli. Donc on comprend cette relation. Voilà pourquoi ces quatre actifs étaient fortement touchés par cette hausse des rendements. Et donc cette baisse brutale des rendements propulse à la hausse l'or, le Nasdaq et l'euro-dollar. Alors comment expliquer donc ce phénomène? Alors le plus concret, si je puis dire, le facteur le plus important, c'est justement un trésor américain qui a inondé les marchés de liquidités. Il y a eu certes, il y a eu un effet, hein, qui nous provient du Japon, les investisseurs japonais sur le marché obligataire, mais le principal facteur, c'est justement cette augmentation de la liquidité, une augmentation issue du trésor américain. Et donc la question est la suivante: pourquoi Janet Yellen continue d'avoir un tel comportement alors qu'il y a un énorme déficit à financer? Alors peut-être qu'il y a certaines choses que nous ne savons pas. Il y a peut-être un accord avec la Réserve fédérale américaine où il se peut que le Trésor commence très bientôt à aspirer les liquidités du marché, peut-être même dans quelques semaines. Mais on aura la réponse très rapidement à cette question car il nous manque très certainement une donnée qui nous permettra d'expliquer tout cela. Alors, le focus de la semaine, c'est justement cette dette sur marge qui atteint des niveaux records. Et en tant qu'investisseur, vous savez ce que c'est qu'une marge, étant donné que vous êtes trader, vous investissez sur les marchés. Et il faut savoir que c'est un réel signal, hein, cette hausse de la marge, de la dette sur marge. Nous allons en parler immédiatement. Alors, vous savez tout ce que c'est, nous allons tout de même le rappeler. C'est une dette qui est contractée, permettant aux investisseurs d'intervenir sur le marché action à moindre coût. Alors, on peut investir cela nécessite jusqu'à 50% de l'investissement, de la valeur totale de l'investissement, et donc ce qui permet d'avoir un effet de levier allant jusqu'à 2 sur 1. Alors, il y a des données sur cette dette marginale, justement, qui sont publiées chaque mois. Il y a deux publications distinctes. Il y a celle de la FIRNA, et ça permet d'établir une série qui a débuté en 1959. Alors, pour comparer ces données, pour exploiter ces données, nous avons donc pris la décision de diviser la somme de la dette marginale par le PIB. Alors, c'est une relation qui devrait logiquement rester relativement constante sur le long terme. Alors, pourquoi ce ratio est-il important? Parce que ça va être un réel signal. Si ce niveau est élevé, ça indique un très grand optimisme de la part des investisseurs, et les faits parlent d'eux-mêmes. On peut le voir à l'heure actuelle, c'est vraiment le cas. Nous sommes sur des records historiques à Wall Street, et donc c'est un ratio, hein, qui pourrait être beaucoup plus pertinent justement que les différentes enquêtes de sentiment. Vous savez, ces enquêtes qui sont publiées très fréquemment et qui permettent de refléter le sentiment général. Alors, bien entendu, qui dit dette marginale dit appel de marge, hein, c'est également un système que vous devriez connaître. Alors, si par exemple, on va imaginer des investisseurs qui se soient endettés, qui se soient exposés par le biais de marge à l'achat, s'il y a une chute brutale des actions, on peut faire face à des appels de marge. Et donc, les courtiers demandent aux investisseurs de redéposer. S'il n'y a pas de redépôt pour combler sa marge, il y a ce que l'on appelle cet appel de marge, et donc des liquidations de positions, ce qui peut justement intensifier la vente, intensifier le repli. Donc c'est vraiment le réel risque d'un point de vue marché-action de ce trading sur marge, notamment lorsque celui-ci dépasse certains seuils, hein. C'est que les appels de marge vont très souvent amplifier les baisses. C'est quelque chose que l'on a vu d'ailleurs sur le Bitcoin, que l'on voit très fréquemment sur le Bitcoin. Alors,
Nous allons nous intéresser donc à ce ratio dette marginale sur PIB par rapport au S&P 500. Et ce qui va attirer notre attention, donc en haut, on retrouvera le S&P 500 depuis 1959 et en bas, on retrouvera justement ce ratio de la marge sur le PIB. Ce qui va attirer notre attention, c'est effectivement les creux et les sommets de court terme semblent coïncider, sont corrélés avec ce ratio de dette marginale sur PIB. Alors, les localos sont justement ces creux de court terme. Donc, ce sont ces petits points que l'on retrouve ici. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a une réelle corrélation. Lorsque l'on atteint un pic d'un point de vue dette marginale sur PIB, nous atteignons donc, il y a donc un lien entre ces deux et on peut voir également un certain seuil qui fait office de résistance, peut-être un niveau que l'on pourrait caractériser de points de surchauffe de l'économie, ce sont les 0,03, soit les 3%. Pendant la bulle Internet, en 2000, on avait atteint les 3%, et donc cela a abouti au repli que nous avons connu. Même topo pour justement, en 2007, on avait atteint les 3%, et il y a eu le repli que nous avons pu constater à cette époque. Et le plus important est de constater qu'à l'heure actuelle, nous avons clairement dépassé ce seuil des 3% et nous sommes aux portes des 4%. Donc c'est vraiment, on atteint vraiment des niveaux extrêmes d'un point de vue de dette marginale sur PIB. Nous avons franchi le niveau des 3%, nous nous approchons des 4%. Est-ce que les 4% seront un nouveau seuil de déclenchement de repli? Seul l'avenir nous le dira, mais nous avons pour obligation de nous intéresser à cet indicateur. Très souvent, nous avons abordé des indicateurs peu classiques, hein, si je puis dire, et celui-ci a son importance, hein. C'est pour cela que nous l'avons déjà abordé, mais cette fois-ci, nous sommes en train de le voir un peu plus dans le détail, de voir par rapport à l'historique, de faire un lien d'un point de vue historique, d'essayer de trouver des niveaux qui ont un sens. Alors, à présent, nous sommes intéressés à la dette marginale sur le PIB, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir l'amplitude des variations. Ça peut être beaucoup plus important justement que les niveaux en eux-mêmes. Ça peut donner de meilleurs signaux. Alors, les signaux de surchauffe seraient une progression trop rapide de la dette marginale sur le PIB. Et ce que l'on peut voir effectivement, c'est que les variations annuelles proches de la barre des 60% ici, donc 0,6, ont toujours constitué un signal de surchauffe, hein. On peut le voir ici, ce fut un signal de surchauffe. Ici, c'est encore plus flagrant, hein, la bulle des années 2000. On la retrouve encore une fois en 2007. Donc, ça nous a donné un réel signal et cette amplitude est beaucoup plus précise. On arrive à avoir des signaux beaucoup plus précis lorsque l'on atteint donc des variations annuelles, une amplitude annuelle qui se rapproche de la barre des 60%. Donc un excellent indicateur ici. On remarquera qu'à l'heure actuelle, nous avons explosé, si je puis dire, la barre des 60%. Nous sommes même au-dessus des niveaux que nous avons connus lors de la bulle des années 2000. Alors, à présent, on va voir plusieurs cas. Trois cas très exactement. Un premier, celui de 1983, que l'on retrouve en haut à gauche. On avait eu une augmentation de la dette marginale sur le PIB qui avait marqué donc les sommets sur le S&P 500. Et ce que l'on peut constater effectivement, c'est qu'il y a eu une correction, mais une correction qui a à peine dépassé les 10%. Il faut savoir qu'à l'époque, les actions étaient très peu chères, très sous-évaluées. Le niveau d'endettement était très faible également. Nous avons d'autres exemples et ce sont les K2 et les K3. Le K2, ce sont les années 2000-2001, le K3, les années 2007 et 2008. Alors lors de ces deux périodes, l'augmentation de cette dette marginale sur PIB a atteint ce fameux seuil des 60%. On l'a vu précédemment et c'était quelques mois seulement avant le pic ultime sur le marché actions, sur le S&P 500. Il y a eu quelques hausses mineures, hein, par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on a eu des corrections, on a eu même des marchés bearish, des baisses extrêmement profondes sur les marchés. Donc, un très bon indicateur. Nous sommes actuellement largement au-dessus de ce niveau de 60%. Alors, est-ce que cela devrait nous alerter? En tout cas, il faut en être conscient. Alors, à présent, nous allons parler donc d'autres indicateurs. Pour le moment, cela fait 2 mois que cette variation annuelle n'a pas dépassé la barre des 60%. L'indice S&P 500 a poursuivi son rallye. Alors, est-ce que
au moment où nous allons refranchir les 60%, parce que nous l'avons déjà franchi, nous sommes repassés en dessous. Alors à l'heure actuelle, donc ici vous retrouverez plusieurs indicateurs. Le S&P 500 par rapport au PIB, ce sont des ratios, la dette marginale par rapport au PIB, le fameux price to earnings, le price to sales, donc le PS, et le sentiment des investisseurs. On retrouve sur une période allant de 1950 à 1919 le minimum, le maximum, la médiane, et on retrouve le chiffre actuel. Alors, à l'heure actuelle, concernant le ratio marge sur PIB, nous sommes à 0,038. Il y a d'autres indicateurs qui montrent une certaine surchauffe de l'économie, notamment les price to earning et les price to sales. Donc, il faudrait attendre éventuellement un retour au-dessus de la barre des 60% pour avoir peut-être un nouveau signal, mais les autres indicateurs pourraient également être de très bons signaux. Ils pourraient être des confirmations s'ils continuaient avec un tel élan. Mais visiblement, la Réserve fédérale américaine ne semble pas se soucier de l'économie à long terme. Pour le moment, on se concentre surtout au niveau de la Fed sur la poursuite du marché haussier. Alors effectivement, il est très difficile de déterminer le pic des marchés. C'est quelque chose qu'on essaye depuis assez longtemps. Lors de précédents points hebdomadaires, on avait tenté de trouver le meilleur indicateur possible pour ceux qui avaient suivi cette vidéo. C'est vraiment un travail extrêmement difficile. Il est beaucoup plus simple de déceler un creux que de déceler un pic. Même d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué. Mais on pourrait éventuellement utiliser ces différentes mesures pour fixer, pour déterminer le risque du portefeuille. Alors ça doit être utilisé, notamment pour les investisseurs à long terme. Alors voilà donc pour ces différents points très importants, il faut garder à l'esprit qu'effectivement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura un repli. Il y a plusieurs signaux d'alerte et on surveillera de très près la dette marginale sur le PIB lorsqu'il y aura un nouveau franchissement des 60%, étant donné que d'autres indicateurs sont déjà à des seuils critiques. Alors, concernant cette semaine, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ce sera une semaine chargée, il y aura différents événements macroéconomiques et il y aura donc des publications, des statistiques qui influencent les prévisions d'inflation aux États-Unis. Donc, très certainement, les rendements obligataires seront à nouveau au goût du jour. Alors tout d'abord, mardi, on aura des données en provenance du Royaume-Uni et d'ailleurs, il y a le GBP-USD est très intéressant, nous l'avons abordé ce matin et aujourd'hui, il ne nous a pas déçus. Il y aura les données sur le marché du travail au Royaume-Uni demain, mardi, à 8 h du matin. Mercredi, ce sera au tour de l'inflation britannique pour le mois de mars, 8 h du matin. Et ce sera donc l'une des dernières publications pour le mois de mars. Donc il y aura tout de même un impact limité, mis à part sur le GBP, sur la livre sterling. Alors il y aura la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada à 16 h et il y aura les stocks de pétrole brut américain à 16 h 30. Jeudi, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, 13 h 45. Alors on devrait avoir un message légèrement plus optimiste, mais pas de changement majeur prévu. On aura également les demandes d'allocation au chômage aux États-Unis, 14 h 30, et les ventes de logements existants aux États-Unis à 16 h. Et vendredi, ce sera au tour le bal de l'indice des PMI flash, tout d'abord avec le Japon, 2 h 30, la France, 9 h 15, l'Allemagne, 9 h 30, Royaume-Uni, 10 h 30, et enfin aux États-Unis à 15 h 45. On s'attend à une poursuite de la reprise dans le secteur des services. Donc voilà pour le calendrier économique hebdomadaire, mais ce n'est pas tout, vous le savez, la saison des résultats a commencé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elle commence au Japon cette semaine, et voilà donc les principales, les plus attendues. Ça s'accélère à Wall Street. Les principaux rapports trimestriels les plus importants sont encore à venir. On attendra notamment Netflix et Intel qui seront très largement suivis. Aujourd'hui, nous avons IBM, Coca-Cola, United Airlines. On notera également demain Johnson Johnson et donc Netflix qui sera attendu de pied ferme. Et donc, on attendra également au cours de la semaine, ce sera jeudi, il me semble, Intel
qui fera état de ses résultats trimestriels. Donc la saison des résultats va battre son plein cette semaine. Après les grandes banques et institutions financières américaines, de nouveaux rapports sont attendus. Est-ce que cela permettra de poursuivre à Wall Street sur des records? Une partie de la clé se situera justement sur ces rapports. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce point hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dès demain. Nous allons parler un petit peu du Bitcoin car nous en savons un peu plus demain lors du prochain Good Morning Market. Très bonne fin de journée et à très bientôt lors de la prochaine vidéo. Au revoir.